Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cette étude dont vous trouverez, comme d'habitude, le lien dans la description de cette vidéo, étude publiée dans Biological Psychiatry il y a quelques jours, et qui s'intéresse, comme nous on s'y intéresse souvent sur cette chaîne, à l'aspect dimensionnel de la psychiatrie. Alors, petit rappel rapide, vous savez que la psychiatrie, comme plein d'autres disciplines médicales, base ses diagnostics sur un certain nombre de symptômes, hein. Donc en gros, si on coche l'ensemble des symptômes, ou en tout cas une partie déjà prédéfinie des symptômes, eh bien on retient le diagnostic, et c'est par exemple le cas aussi pour le trouble du spectre de l'autisme. Si vous avez tel et tel symptôme dans tel et tel critère, et que voilà, vous avez ce qu'il faut, bah boum, vous avez le diagnostic. Bon. Donc cette approche-là, qui est celle du DSM, hein, ou de la CIM-10, qui sont deux classifications différentes, l'une de l'OMS, la CIM-10, et l'autre, le DSM, une américaine, d'une association de psychiatres américains. Ces deux classifications qui font référence sont d'accord sur ce mécanisme de classification. Et finalement, on a une approche symptomatique des choses, d'association de symptômes syndromiques, quelque part, comme on pourrait dire. Bon. Et puis, finalement, en psychiatrie, en pratique, concrètement, eh bien, on ne sait pas vraiment ce qu'on fait. C'est-à-dire que la pratique quotidienne concrète de la psychiatrie, certes, il y a des diagnostics qui sont posés, qui sont établis, mais la pratique, notamment pharmacologique et psychothérapeutique, elle est assez peu basée sur le diagnostic. Elle est en fait basée sur des dimensions. Exemple très concret, prenez les antipsychotiques. Les antipsychotiques, ce sont des molécules qui agissent sur le cerveau en bloquant certaines voies, notamment la voie dopaminergique dans certaines zones du cerveau particulières. Bref, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, si ça vous intéresse, peu importe. Et ce sont des molécules qui sont utilisées pour diminuer le délire et ou l'hallucination. Et en fait, délire et hallucination, c'est pas que dans la schizophrénie. Vous avez le trouble bipolaire où il peut y avoir des délires et des hallucinations, soit en phase maniaque, soit en phase dépressive. Vous avez la dépression classique où il peut y avoir des dépressions mélancoliques avec des délires et des hallucinations. Et donc, finalement, pour tous ces diagnostics différents, on utilisera un antipsychotique quand il y aura cette dimension-là délirante ou hallucinatoire, quel que soit le diagnostic. D'accord ? Donc, même la pratique pharmacologique et aussi psychothérapeutique est plus basé sur des fonctionnements, sur des processus, sur des dimensions, que sur des diagnostics. D'accord ? Bon. Donc ça, c'est toute la psychiatrie qui est en train de changer. On en parle énormément sur cette chaîne, parce que j'avoue que c'est quelque chose qui me passionne, donc j'ai plutôt tendance à vous parler des choses qui m'intéressent, je le reconnais, mais je suis aussi à l'écoute de vos sujets, et j'essaie toujours de faire des vidéos aussi sur ce qui vous intéresse. Et puis voilà, pareil, dans l'association, on me mandate pour faire des vidéos sur des sujets, donc je le fais avec plaisir. Mais c'est vrai que c'est quand même assez passionnant cette histoire, parce que finalement, voilà, là, on se retrouve par exemple avec un diagnostic de TSA, trouble du spectre de l'autisme. Alors voilà, je remplis tel critère, j'ai le diagnostic. Ok, docteur, est-ce que je suis TSA ? Voilà, vous avez tel symptôme, voilà, selon la classification DSM, oui, vous avez un TSA, parce que voilà, ça vous handicape, ça génère quand même une souffrance, un handicap, une difficulté dans votre vie, etc. Bon, ok. Et après ? En termes de prise en charge, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on propose aux gens ? Ce qui va faire du bien aux gens, c'est quoi ? C'est par exemple de comprendre leur fonctionnement psychique. Mais leur fonctionnement ne dépend pas du diagnostic. Le fonctionnement psychique de quelqu'un qui a un TSA, il est très différent de quelqu'un d'autre qui a le même diagnostic. Ils ont certaines choses en commun, mais ils ont beaucoup de choses de différentes. Dans le spectre pathologique, parce que, évidemment, ils ont tous deux bras, deux jambes. Enfin, tous. La majorité. Je parle vraiment dans les symptômes psychiques, dans les symptômes dont ils souffrent, qui ont été inclus dans le diagnostic de TSA. Eh bien, vous prenez deux personnes qui ont un TSA, il y a une hétérogénéité des symptômes qui est énorme. Et qui va d'un spectre, enfin, d'un bout à l'autre du spectre en termes complètement opposés, quoi. D'accord ? C'est pas certains l'ont et certains l'ont pas. C'est certains l'ont pas, et certains ont l'inverse. Vous comprenez ? Bon. Donc c'est quand même un petit peu problématique, et donc en aucun cas le diagnostic de TSA, comme on entend souvent, fait du bien aux gens. C'est pas le diagnostic, c'est comprendre comment il fonctionne. Parce qu'un diagnostic, c'est un mot, c'est pas comme ça, on n'est pas content d'un mot. On est soulagé de savoir ce qu'on a, mais on est surtout soulagé de comprendre ce que c'est, ce que ça veut dire en nous, comment on fonctionne, etc. Donc oui, il y a cette première chose, mais qui n'est pas grâce au diagnostic. Le fait d'être pris en charge et qu'on comprenne son fonctionnement ne dépend pas du diagnostic. Et ensuite, le reste, sur la partie, par exemple, pharmacologique, ou même psychothérapeutique.
Et ben, toujours, le diagnostic ne change rien. C'est-à-dire que le diagnostic de TSA ne va pas vous amener à une stratégie thérapeutique, médicamenteuse ou psychothérapeutique X ou Y. Parce qu'en fait, il y a tellement d'hétérogénéité que voilà, c'est pas pertinent. Vous prenez le TDAH, par exemple, vous avez un diagnostic de TDAH, vous avez une sorte de... Alors évidemment, il y a des différences, comme toujours, mais même chez deux diabétiques, il y a des différences. Bon, pourtant, la définition, elle est basée sur des prises de sang, d'accord ? Mais grosso modo, pour le diabète, pour le TDAH, pour le trouble anxieux, vous avez quand même, je dirais, du diagnostic qui, encore une fois, moi, quelque chose que je ne défends pas, j'ai une approche plus dimensionnelle, comme tous les psychiatres, mais du diagnostic aboutit à peu près, en tout cas, il y a une sorte de ligne qui mène sur un type de traitement, que ce soit psychothérapeutique ou pharmacologique. Je sais pas, dans le trouble anxieux, ça va être, par exemple, un antidépresseur et une thérapie cognitive et comportementale. D'accord ? Dans le TDAH, ça va être une psychoéducation et du méthylphénidate, par exemple. D'accord ? Quand c'est nécessaire. Et ben là, TSA, on ne sait pas. On ne sait pas trop. Voilà. Donc, déjà qu'en général, même pour le trouble anxieux, même pour le TDAH, je trouve que les diagnostics sont... Voilà, c'est mal foutu, il faut qu'on ait une approche dimensionnelle, y compris pour ces choses qui semblent se tenir, qui semblent être cohérentes, puisqu'aboutir en tout cas à des conséquences par psychothérapeutiques ou pharmacologiques permettant d'améliorer la qualité de vie des gens, mais alors pour le TSA, c'est encore pire en fait. Bon, et donc cette étude, excusez-moi de cette longue introduction, mais cette étude, on en revient à l'étude et non pas à l'avis du docteur Alexanian, dont on se moque, mais c'était pour vous contextualiser. Cette étude, elle s'intéresse à essayer de dimensionnaliser le TSA pour qu'on arrête de patauger dans la semoule, parce qu'en vrai, on patauge dans la semoule avec ce diagnostic. On s'en sort pas. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs études, je vous en ai présenté plusieurs sur cette chaîne, qui cherchent à essayer de déconstruire le diagnostic en petits morceaux qui peuvent s'associer avec des intensités plus ou moins différentes. Certains vont avoir 2-3 petits morceaux par-ci, et puis d'autres vont avoir 2-3 autres petits morceaux qui peuvent parfois être les mêmes ou pas forcément, avec des intensités pour chacun des petits morceaux différentes. C'est ça la psychiatrie dimensionnelle, d'accord ? Et donc cette étude, elle cherche à dimensionnaliser le TSA. Alors avec de l'imagerie fonctionnelle, en regardant le cerveau, ce qui est pas le meilleur moyen d'appréhender les troubles psychiatriques, l'imagerie fonctionnelle, mais en tout cas, c'est un des moyens possibles. Mais c'est pas parce que c'est pas le meilleur moyen qu'il n'est pas intéressant. Il est intéressant, il apporte des informations. Et donc, alors avec cette méthode-là, c'est-à-dire j'essaie de dimensionnaliser, de déconstruire quelque part le diagnostic de TSA grâce à l'imagerie fonctionnelle. Alors ils arrivent avec plusieurs clusters, on va dire plusieurs domaines, plusieurs dimensions, donc ils en ont 3 différentes, et ils disent que chez un même individu, on peut avoir 1, 2 ou 3 dimensions à des intensités plus ou moins élevées, etc., etc. Donc effectivement, quand on regarde si c'est opérant de voir les choses de manière dimensionnelle, on se rend compte que oui, et que ça amène à voir les choses de manière plus précise pour un individu donné. Bon, ok. Puis en plus, de toute façon, les choses évoluent avec le temps en général, comme dans tous les troubles d'ailleurs. Donc, cette étude, elle permet juste, finalement, effectivement, de confirmer que on s'en sort moins mal avec une vision dimensionnelle qu'avec une vision, entre guillemets, catégorielle, comme l'est un diagnostic de TSA ou de TDAH ou de trouble anxieux. Bon, ok. Donc, super, on le savait déjà, et c'est ce qu'on fait déjà en pratique. Alors, je dis ça, cette étude, elle est fondamentale quand même, c'est-à-dire elle n'est pas publiée dans Biologie et la psychiatrie pour rien, hein, c'est une étude qui est de très haut niveau, qui est très très bien faite, qui met de l'eau à un moulin, certes, qu'on connaît déjà et qui tourne déjà à plein régime, mais plus on en prend, et surtout des études de qualité comme ça, mieux c'est, parce qu'on fait tourner le moulin et ça nous permet d'avancer sur notre manière de voir les choses. Mais moi, je vois donc cet avantage à cette étude, parce qu'elle permet de confirmer que l'aspect dimensionnel est peut-être plus pertinent que l'aspect catégoriel, même si effectivement ça se rejoint d'une certaine manière, mais il y a une vraie différence. Mais il y a aussi un autre problème avec ce type d'étude, c'est que ça prolonge un peu artificiellement la durée de vie de ce type de diagnostic catégoriel, type diagnostic comme dans la CIM-10 ou comme dans le DSM, type TSA. Parce que qu'est-ce que ça apporte concrètement de continuer à parler de manière catégorielle, à continuer à parler de TSA et non pas de dimension? Je ne suis pas sûr que ça apporte grand-chose, à vrai dire. Alors, il y a un côté plus lisible et plus facile dans la communication, voilà. Mais finalement, là où l'aspect pratique est utile, parce qu'on dit j'ai un TSA, je souffre d'un TSA, je souffre d'un TDAH, je souffre de ceci, mais finalement, vous perdez aussi en qualité d'information, parce que comme
ça ne veut pas dire grand-chose, TSA, c'est-à-dire qu'il y a une telle hétérogénéité dans le diagnostic que finalement, vous apportez à votre interlocuteur une information pas très précise finalement, ce que vous gagnez en praticité, vous le perdez en précision. Bon, alors qu'avec une approche dimensionnelle, il y a peut-être plus de phrases à faire, mais vous dites, voilà, j'ai une dimension avec une intensité plutôt modérée, j'ai soit autre dimension avec une intensité plutôt élevée, puis j'ai aussi un petit morceau de cette dimension-là avec une intensité plus faible. D'accord ? Donc, voilà, il faut choisir. Moi, en tout cas, mon choix, il est fait. Et puis, je pense que les patients, ils préfèrent rentrer dans les détails de leur fonctionnement psychique plutôt que d'avoir juste une étiquette très englobante qui, finalement, en termes d'information, est pas exceptionnelle. Et en termes de compréhension de soi, n'est pas à elle seule, juste l'étiquette, par exemple, TSA, elle n'informe que finalement très peu sur le fonctionnement d'un individu. D'accord ? Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. Moi, cette étude, forcément, c'est mon dada, donc je suis content quand ce type d'étude sort. Je veux juste peut-être vous lire quand même un petit peu ce qu'ils disent concrètement dans cette étude. Par exemple, leur phrase, c'est « This is consistent », donc leur étude, et elle est consistante avec les modèles suggérant que le TSA, l'hétérogénéité du TSA reflète la contribution de plusieurs mécanismes à différents degrés d'expression chez un même sujet. Donc c'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que effectivement cette étude elle va dans le sens de plusieurs mécanismes, de plusieurs fonctionnements, de plusieurs processus, de plusieurs dimensions, plus ou moins intenses chez un individu, il les a pas forcément toutes, d'accord, chez une même personne, et qui amènent à ce qu'on appelle aujourd'hui un TSA. Voilà. Notre étude révèle que les facteurs latents du TSA sont associés avec différents comportements et symptômes, et aussi à différents aspects démographiques, notamment d'âge et de sexe, parce que les choses sont un peu différentes en fonction des âges, en fonction des sexes. D'accord ? Donc ça, c'est une chose aussi tout à fait évidente. Notre approche permet à chaque individu d'exprimer de multiples facteurs latents à différents degrés, donc ça il répète un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, plutôt que de relever d'un seul facteur, d'une seule catégorie, parce qu'il y a des gens aussi qui veulent catégoriser, sous-catégoriser le TSA, avec tel type de catégorie de TSA, puis tel autre, et puis on ne peut pas être l'un ou l'autre. Ça marche pas, ça non plus. Ça a été montré, ça ne fonctionne pas de vouloir. C'est pareil, c'est essayer de donner un peu de souffle à l'aspect catégoriel, mais c'est terminé. Il faut vraiment renoncer à cet aspect catégoriel, ça ne fonctionne pas. D'accord ? Donc, chaque individu a des associations, a des compositions de facteurs qui lui est unique, ce qui pourrait potentiellement être utile pour eux à différents développements de biomarqueurs. Donc, en gros, l'idée, et c'est très important de le comprendre, c'est que si on décrit mieux et plus en détail et plus précisément les troubles de manière dimensionnelle, on pourra peut-être avoir des meilleurs résultats quand on cherche des facteurs, des biomarqueurs, des éléments qu'on pourrait, par exemple, c'est un exemple, doser dans le sang. C'est un exemple un peu bête, mais pour que vous compreniez, une prise de sang sur tel marqueur, qui n'est pas un marqueur de TSA, parce qu'on ne s'en sortira jamais, c'est trop hétérogène comme diagnostic pour avoir un marqueur de TSA, mais un marqueur d'un sous-domaine qu'on retrouve entre autres dans le TSA, parce que l'ensemble de ces domaines, l'ensemble de ces processus, l'ensemble de ces dimensions ne sont en aucun cas spécifiques au TSA, elles se retrouvent dans plein d'autres troubles. Donc il faut arrêter de voir, comme tout à l'heure je vous disais, les hallucinations, ça se retrouve dans plein de troubles, d'accord ? Et bien, c'est pareil pour tous les autres symptômes. Il n'y a pas un seul symptôme spécifique du TSA, pas un seul. D'accord ? En psychiatrie, il n'y a pas de symptômes pathognomoniques dans les troubles, pas de symptômes uniques et spécifiques pour un seul trouble et un seul diagnostic. Donc, il faut laisser tomber ça. Il faut voir les choses de manière dimensionnelle, en termes de processus, et là, effectivement, on aura peut-être de meilleurs résultats pour trouver un biomarqueur de chacun de ces processus différents. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.